Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur l'alimentation. C'est un épisode que j'avais envie de faire depuis très longtemps pour deux raisons, puisque l'alimentation, c'est une des clés de notre santé, notre bien-être, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. Et puisque l'alimentation est aussi une des clés d'action sur la crise écologique. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous partager ces discussions avec Anthony Berthoud, qui est un nutritionniste, mais qui en fait est surtout un scientifique qui recherche à comprendre l'ensemble des enjeux liés à l'alimentation. Il a une approche très systémique, c'est-à-dire qu'il va chercher à comprendre tous les liens qui peuvent exister avec notre alimentation. J'ai découvert Anthony à travers son livre « Du bon sens dans notre assiette » que je conseille chaudement et dont je mettrai le lien dans la description. Et cette discussion, je pense qu'elle aurait pu durer 2 heures, m'a passionné autant par les différents sujets un peu plus de fond que par ce qu'il apporte vraiment scientifiquement, biologiquement comme indication sur notre alimentation. Dans cet épisode, on parle de pourquoi l'alimentation est si importante pour notre santé physique et mentale et pour la planète. On parle du microbiote, on parle de la difficulté à choisir son alimentation et des critères qui existent. Anthony nous propose lui comme critère le bon sens en fait. Après des centaines d'études, même des milliers d'études scientifiques en fait, il se rend compte que le critère numéro 1 est le bon sens et donc manger des choses brutes, non transformées, bio, locales et de saison. On parle également de la relation d'Homo sapiens à l'alimentation depuis il y a des centaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. On parle également de la matrice alimentaire et des scores alimentaires. J'espère que cet épisode vous apprendra et vous fera grandir autant que moi, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Anthony. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et de prendre de ton précieux temps. Avant de rentrer dans toutes les questions, tu es ancien membre de l'équipe de France junior de triathlon, donc tu es un sportif. Ta carrière s'est malheureusement arrêtée, ou heureusement peut-être, mais tu t'es ensuite formé en tant que diététicien et nutritionniste et tu as complété ta formation par plein de choses, la faculté de médecine, des diplômes encore en nutrition, en biologie de l'évolution, en microbiologie. Et avant donc de te poser toutes ces questions sur ces expertises que tu as, j'aimerais savoir comment était le Anthony enfant et quels a été les moteurs peut-être pour aller vers la nutrition. Ouais, merci de me poser cette question qui est plutôt très originale et en fait je suis interpellé par ce que tu me disais quand tu indiquais malheureusement ou heureusement pour l'arrêt de ma carrière sportive. Ça m'interpelle vraiment. C'est une très très bonne question, très juste. Parce qu'effectivement après est-ce qu'on parle de hasard ou non, de chemin de vie, mais c'est vrai que la notion de résilience, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Et puis, on aura l'occasion d'en parler par rapport à l'alimentation. Et puis, je sais que tu es sensible aux enjeux écologiques, aux enjeux systémiques. Donc, cette notion de résilience, elle est au cœur du système. Et quand on a comme ça on va dire des expériences de vie qui nous amènent à virer à 180 degrés par rapport à ce qu'on imaginait, effectivement, on peut le voir comme une déception et une descente vers quelque chose de très compliqué, ou au contraire comme une opportunité et une évolution vers quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé sans cet événement-là. Donc, je vais pas philosopher davantage, mais je te remercie pour cette remarque parce que elle introduit notre discussion. Mais pour te dire la vérité, j'avais écrit malheureusement et en fait, je me suis dit pas forcément. Quand on voit aujourd'hui, il y a pas de raison de dire malheureusement quoi. Ouais, tout à fait. C'est voilà, en tout cas merci rien que pour ça. Alors comment j'étais enfant, c'est ça ta question tout à l'heure. Ouais. Ou qu'est-ce qui m'a amené vers la nutrition? Alors très tôt j'ai été quelqu'un d'actif au niveau physique. C'est vrai que j'ai tout de suite été un enfant sportif. J'ai fait très tôt du sport
Et vers 12-13 ans, j'étais déjà dans une filière, on va dire, de sport-études et d'orientation vers la vie du haut niveau. Et ça m'arrive de le dire dans certains interviews parfois, mais j'ai un ami qui me dit c'est comme si tu étais tombé dedans quand tu étais petit, pour reprendre une célèbre expression, c'est-à-dire qu'à 12-13 ans, je m'étais déjà à lire des ouvrages de nutrition, mais vraiment des ouvrages scientifiques et techniques, là où d'autres vont explorer des domaines voilà, de l'entraînement, du matériel, etc. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est venu très tôt dans ma vie, pour au départ une raison de performance et d'optimisation des capacités. Et puis effectivement, j'ai été amené à avoir quelques pépins de santé. Et pour rebondir sur cette notion d'heureusement ou malheureusement, en tout cas, ça m'a amené à fortement revoir mes perspectives dans le monde du sport, puisque tout s'est arrêté à ce niveau-là. Et du coup, j'ai abordé la nutrition plus sous un angle de santé, voire thérapeutique. Et, euh, et ça m'a amené effectivement à en faire mes études, mon métier par la suite. Et je passe quelques années, voire quelques décennies, mais j'ai été à nouveau confronté à quelques pépins de santé il y a une petite dizaine d'années, jusqu'à il y a quelques temps. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, j'ai été confronté par l'expérience précisément à ce que je développais d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de l'enseignement, sur deux notions qui peuvent paraître très éloignées, qu'on appelle l'inflammation de bas grade, dont on aura peut-être l'occasion de parler, et puis l'impact en fait des changements climatiques et de la perte de biodiversité sur notre santé. Donc la vie a fait que j'ai dû me confronter par l'expérience à ce que j'ai exploré dans la science. Donc voilà, je boucle un peu la boucle de ta question à ce niveau-là, mais parce que l'énergie nous amène peut-être dans ce type d'échange, et je voulais Ouais. le préciser, quoi. Mm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, en fait, je comprends que c'était l'intuition limite qui t'a poussé vers, moi, j'ai envie de comprendre comment marche l'alimentation pour d'avoir mes meilleures performances, quoi. Oui, alors j'ai toujours été, si on parle du côté enfant, j'ai toujours été un enfant qui aimait comprendre et qui s'ouvrait à beaucoup de choses, et qui aimait relier en fait des points entre Ouais. eux pour essayer de comprendre la globalité. Et c'est vrai que la nutrition fait partie en fait de l'optimisation des performances. Et là, je reviens aux années 90, donc c'était moins évident que ça peut l'être aujourd'hui, Ouais. voire c'était marginal. Donc c'était un sujet voilà, qui restait effectivement encore beaucoup à explorer. Il y avait quelques ouvrages, mais c'était très conventionnel, on va dire. Donc je crois que ça a attiré un petit peu ma curiosité. Et puis dès le début de mes études, on m'a proposé de faire une formation auprès de cadres techniques fédéraux, auprès de la Fédération française de triathlon. J'avais 19 ans, donc j'étais tout jeune, je commençais juste mes études. Et là, j'ai découvert véritablement, je vais pas dire une conviction, mais en tout cas un vrai plaisir à transmettre, à échanger sur le peu de connaissances que je pouvais avoir à l'époque. Et je crois que ça m'a guidé, puisque aujourd'hui, après avoir passé la quarantaine, j'en fais vraiment le cœur de mon métier. Et aujourd'hui, que c'est toujours le même moteur de comprendre qui te guide. Oui, bon, ça c'est à tout niveau, c'est le cas, et vraiment, encore une fois, de relier des approches qui peuvent paraître éloignées les unes des autres. Et on en parlera peut-être par rapport à l'alimentation, mais quand on évoque les notions d'écologie, de santé individuelle, parfois d'enjeux géopolitiques, sanitaires, démographiques, déjà d'évolutionnisme, il y a beaucoup de choses à relier dans le cadre de l'alimentation. Et cette alimentation, on peut aussi la relier à un cadre plus vaste, qui est notre mode de vie, c'est-à-dire la qualité de notre sommeil, la gestion de nos émotions, l'activité physique, bien entendu, l'exposition aux contaminants, et comment tout ça peut s'organiser entre guillemets pour faire en sorte qu'on optimise notre santé, ou en tout cas qu'on en prenne soin au maximum. Donc là, on rentre dans un autre niveau que simplement l'alimentation, et ça nous amène sur la notion de santé, sur la notion d'écosystème aussi. Quelle est la place de l'homme dans son écosystème? Donc on peut comme ça ouvrir des poupées russes les unes après les autres, mais Ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Ok, merci beaucoup, Anthony. Et donc, pourquoi l'alimentation, au vu de ce que tu viens de dire, c'est si important? Et pourquoi est-ce que ça nous affecte, nous? Est-ce que ça peut affecter notre monde extérieur? Alors de manière très très simple et très imagée,
Je dis souvent que quand tu vas croquer dans un aliment, que ce soit une pomme, un poireau ou un brocoli ou ce que tu veux, bah finalement tu vas devenir une part de ce poireau ou ce légume sans jeu de mots quel qu'il soit, mais au sens où ce que tu vas mâcher en fait va être assimilé progressivement, ou plus exactement va être digéré, va être malaxé, ça va passer dans ton milieu intérieur à travers la muqueuse de l'intestin, ça va être transporté au niveau plasmatique et ça va être internalisé par des transporteurs dans ta cellule. Et une partie de cette énergie de cet aliment, plus exactement de ces nutriments, puisque l'aliment est devenu un ensemble de nutriments à ce stade, une partie va devenir de l'énergie, va te servir à vivre sur une contraction musculaire, à respirer, etc. Et puis une autre partie va véritablement entrer dans ta structure, va devenir toi-même, au sens où il y aura une interaction avec ton capital génétique. Et de l'expression des gènes vont naître des protéines qui sont issues en fait des propres acides aminés qui sont dans les protéines alimentaires. Donc tout ça interagit de manière extrêmement subtile et probablement avec beaucoup d'interactions qu'on ne connaît absolument pas, parce que quand on commence à s'intéresser à la biologie, on comprend qu'on sait rien, c'est-à-dire que c'est une machine qui est extraordinaire. Et donc on a une petite sans doute lunette de compréhension, mais toujours est-il que ces protéines elles interagissent avec notre capital génétique comme les autres nutriments. Quand on a à peu près quelques dizaines de milliers de milliards de cellules, donc c'est énorme. Ces cellules elles sont composées de ce qu'on appelle des phospholipides, qui sont composés d'acides gras, c'est-à-dire des composés des graisses qu'on aura mis dans notre assiette. Donc en fait tout interagit. Et quand on touche notre peau, nos tissus, nos cheveux, etc., c'est la conjonction entre justement cette expression de gènes et ce qu'on a mangé à un moment donné. Donc on dit souvent on est ce qu'on mange. J'aime bien la subtilité de on est ce qu'on décide de manger. C'est-à-dire que il y a un vrai acte de responsabilisation dans le fait de manger, sans tomber dans l'aspect moralisateur ou culpabilisant, bien au contraire, mais de se dire qu'effectivement on a une santé qui est juste le préalable à tout. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte en général quand on est en bonne santé. C'est quand la maladie arrive qu'on se dit mince, finalement, comment je fais sans une bonne santé. Donc ça aussi, c'est malheureusement parfois l'expérience qui nous apporte un peu cette leçon. Mais la santé est le préalable à tout, et de se rendre compte que on a, j'ai envie de dire, quelque part une obligation, c'est de prendre soin de ce corps-là pour faire en sorte qu'on puisse profiter en fait de tout ce dont on a envie de profiter au cours de la vie. Et prendre soin de soi, ça passe déjà par prendre soin de son alimentation, comme on l'a évoqué rapidement, des émotions, du sommeil, de l'activité physique, etc. Et sans être trop long, parce que je pourrais être très bavard sur le sujet dans tout le podcast, mais on a cette notion de génétique dont j'ai parlé, et surtout d'épigénétique. Et ça, c'est une science qui est assez récente. Au début des années 2000, on a commencé à fortement s'y intéresser, qui est la science qui permet d'évaluer l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et je dis souvent, c'est un peu comme un livre de chevet. Avant, on pensait que ce livre de chevet, il était écrit de la première lettre de la première page jusqu'à la dernière lettre de la dernière page, pardon. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que nos parents, pour 50% chacun, nous ont légué un plan détaillé du roman et de l'histoire. Mais la façon dont on écrit cette histoire, ça, c'est notre mode de vie. Et ça, c'est encore une fois très responsabilisant, au sens, effectivement, on a une part de responsabilité dans la façon dont on veut exprimer ces gènes. Et ça a été très bien objectivé chez des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des jumeaux qui ont exactement le même capital génétique. On voit qu'en fonction du mode de vie, on a des expressions génétiques qui vont être différentes. Donc ça montre bien que la façon dont on appréhende notre monde, notre quotidien, va influencer sur l'expression de nos gènes, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que. Non, merci beaucoup. En gros, si j'essaie de résumer, c'est ton aliment. Tu manges, il te va te donner de l'énergie. Va aussi devenir toi-même. Donc là, c'est la partie tu es ce que tu manges, mais ce que tu dis et où c'est intéressant, c'est que la génétique n'est pas un livre. Enfin, la génétique, on pensait que c'était un livre écrit, mais l'épigénétique nous montre que l'environnement va influencer sur la manière dont, en fait, finalement, ces aliments vont être traités en interne.
Et donc la manière dont on gère notre vie, dont on appréhende notre vie, dont on fait du sport, dont on gère nos émotions, dont on dort, va changer réellement la manière dont ces aliments peuvent devenir nous-mêmes. Oui, alors oui, mais au-delà de l'aliment, en fait, c'est simplement dans la façon dont les Ouais. gènes vont s'exprimer. Clairement. Donc, on est plus vaste encore que l'alimentation, et c'est ce qu'on appelle des empreintes épigénétiques. C'est un peu comme des post-it que tu collerais sur tes gènes en fonction de la façon dont tu manges, la façon dont tu bouges, la façon dont tu dors. Et je dis souvent, le plus important, c'est d'être bien dans sa tête, dans ses baskets et dans son assiette. C'est les trois piliers épigénétiques majeurs. Et donc ces post-it, ils vont soit influencer positivement ou négativement l'expression de certains gènes en fonction des gènes qu'on considère. Et donc c'est là où je parle de responsabilisation, c'est-à-dire qu'effectivement c'est nous qui en partie décidons de la façon dont on va exprimer nos gènes. Alors c'est pas une vérité absolue et c'est pas du 100%, bien entendu, hein. Il y a une part génétique qui s'exprime, qui peut être très important en fonction des gènes qu'on considère. Mais je dis souvent que ce sont des vases communicants, c'est-à-dire qu'on a deux éléments qui interagissent avec parfois une part génétique très importante et pour d'autres cas une part épigénétique qui l'est beaucoup plus. Donc merci. Au vu de cela, on voit en effet que l'alimentation c'est important. On a envie de savoir ce qui va être le mieux pour nous. J'avais la question en fait, pourquoi c'est important pour notre santé mentale, notre énergie, notre vitalité, mais je pense que c'est assez clair avec ce que tu viens de dire. Pourquoi est-ce que l'alimentation c'est important pour la planète, pour ce qui est externe à nous? Oui, alors c'est le deuxième pan en fait de l'acte alimentaire. Pour moi, c'est effectivement comprendre que nos choix alimentaires, bien entendu, vont influencer la planète au sens où, en fonction des filières qu'on va privilégier ou non, en fonction des types d'aliments qu'on va privilégier ou non, on va soutenir ou à l'inverse s'opposer à certaines de ces filières. Quand on parle de culture, quand on parle d'élevage, quand on parle d'utilisation d'intrants chimiques ou autres, et quand on évoque la notion d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique vis-à-vis des enjeux écologiques, c'est une des limites planétaires parmi beaucoup d'autres. On a aujourd'hui défini 9 limites principales, et on sait malheureusement que 6 de ces limites sont déjà atteintes. Et l'alimentation joue un rôle important dans la plupart de ces limites planétaires, qu'on parle de l'eau, de l'accès à l'eau potable, qu'on parle alors de réchauffement climatique effectivement, mais des limites de disponibilité en azote, en phosphore par exemple, de la notion de contaminants dans l'air et de nouvelles particules, c'est-à-dire de composés que l'homme a ajoutés via l'ensemble des activités. Et Ouais. tout ça est impacté par nos choix alimentaires. Et sur le poste des émissions de gaz à effet de serre, si on parle d'un exemple et le plus connu, en fonction des référentiels qu'on utilise, on estime qu'il y a entre 27 et 35%, si je suis plus large, entre 22 et 37%, en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au modèle agroalimentaire. Et dans ce modèle agroalimentaire, dans cette part, pardon, on estime que 61 à 65% sont issus des modes d'élevage, notamment des produits animaux, et dans cette part, à peu près 75% aux ruminants, à l'élevage des ruminants. Donc, on va en reparler, je pense, sur nos choix, notamment vis-à-vis des protéines animales, mais c'est simplement donner un exemple. Et globalement, quand on regarde sur les postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre, en France, on considère que l'alimentation est à peu près le troisième poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, mais je mets beaucoup de guillemets là-dedans, dans la mesure où les référentiels ne sont pas les mêmes. Et, dans le modèle de l'alimentation, on a une chance quelque part, c'est que on parle d'ACV, d'analyse du cycle de vie. On a aussi d'autres référentiels plus récents et plus précis, mais je vais rester sur celui-ci, où finalement on va intégrer toute la chaîne, toute la filière, quand on va analyser l'impact, par exemple, en émissions de gaz à effet de serre de la viande, d'une culture de maïs ou autre, c'est-à-dire les intrants qui ont été utilisés, la façon dont a été cultivé justement les céréales qu'on va ou les oléagineux qu'on va donner aux animaux, la façon dont ils ont été transportés, transformés, etc. Là où pour beaucoup d'autres postes, que ce soit sur par exemple le transport avec les voitures, etc., on va regarder les émissions de gaz à effet de serre, mais on va pas intégrer toute la chaîne de production, de recyclage,
liées en fait à cette utilisation. Ce qu'on fait davantage dans le modèle alimentaire. Donc au final, on a un défaut de référentiel universel qui permettrait de comparer les uns par rapport aux autres. Mais ce qu'on sait de manière très simple, c'est que oui, bien sûr, l'alimentation joue un rôle important dans ces enjeux écologiques. Et là, j'ai juste cité les émissions de gaz à effet de serre, mais on peut parler d'eutrophisation, de limites par rapport à l'empreinte hydrique, c'est-à-dire la façon dont va impacter tel ou tel mode de culture ou d'élevage, la disponibilité en eau, quoi. Ok. Donc en fait, l'information, on a une l'alimentation, on a une double responsabilité sur notre propre santé à nous, sur notre propre corps et c'est de nos descendants, je dirais, et sur la santé planétaire, sur la santé de l'environnement, quoi. Exactement. Merci beaucoup. Avant du coup de zoomer sur ce qui est bon pour nous et ce qui est bon potentiellement sur l'environnement, euh, et ce que je sais que tu as un peu travaillé sur le sujet, quel était le rapport des anciennes civilisations, voire même des premiers humains à l'alimentation? Alors, je pourrais pas te répondre à cette question, très juste, très pertinente. On peut juste, en tout cas à ma connaissance, évaluer quels étaient leurs modes alimentaires, leur modèle alimentaire, leur rapport à l'alimentation. Je pense qu'il était assez simple, hein, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à manger pour survivre avant tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans des problématiques d'abondance dans les pays occidentaux pour beaucoup. Faut pas oublier qu'il y a 2,3 milliards de personnes qui sont en état de carence. On a plus de 850 millions de personnes qui sont en état de dénutrition. Donc on a excuse-moi du terme, mais on a des problèmes de riches au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire que on cherche à gérer les conséquences de l'abondance calorique et de la mauvaise entre guillemets nutrition qui va être associée à ce modèle-là. Et ça, c'est assez récent à l'échelle de l'évolution. C'est-à-dire que pendant très longtemps, notre principal objectif, c'était simplement de pouvoir trouver à manger suffisamment. Et d'ailleurs, on avait des apports qui étaient très sporadiques. Ils étaient en fonction de ce qu'on trouvait. Donc, l'idée selon laquelle il faudrait manger, par exemple, 3 ou 4 repas par jour, c'est une construction sociale qui n'a aucune validation scientifique, sur laquelle en fait on s'appuie et qu'on considère quasiment comme une vérité absolue, alors que c'est pas du tout le cas. Justement, quand on s'intéresse à l'évolution et sans faire de l'anthropologie ou de rentrer dans tous les détails, on a eu deux révolutions majeures d'un point de vue de notre évolution. Alors si on parle d'Homo sapiens, c'est à peu près 500-600 000 ans. Alors, il y a une forte évolution plutôt vers 200 000 ans à partir du croissant fertile et des flux migratoires. Et ça a beaucoup impacté notre expression génétique dont on parlait tout à l'heure et les modèles alimentaires associés. C'est-à-dire que quand on était en Centrafrique, on avait une température qui était élevée, donc on n'avait pas forcément besoin de produire beaucoup de chaleur pour se défendre contre le froid. On avait une alimentation à dominante glucidique avec des fruits, des légumes, des tubercules. Là où en évoluant vers le flux migratoire, on a plutôt été en contact avec des aliments qui étaient riches en graisse, hein, riches en protéines, avec peu de fibres, etc., où il a fallu produire de la chaleur. Et au niveau de ce que moi j'appelle les hubs biologiques, nos centrales nucléaires, c'est-à-dire les mitochondries, on a des adaptations très importantes qui expliquent en partie qu'on n'a pas de modèle alimentaire universel. C'est-à-dire qu'en fonction de nos origines, on a des adaptations à avoir dans le statut, en tout cas dans les apports nutritionnels. Et ça, malheureusement, à mon sens, c'est encore largement sous-estimé, ou en tout cas peu intégré dans les recommandations. Et donc, on a été chasseurs-cueilleurs pendant très longtemps. Là, je parle vraiment de Sapiens, avec un modèle, le modèle, toute la période paléolithique. Et on a une première révolution qui a été la sédentarisation au sens du néolithique, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 000 ans, ce qui est très peu à l'échelle de notre évolution. On s'est mis à vivre en groupe plus important parce qu'on s'est sédentarisé. On s'est mis également à cultiver des légumineuses, des céréales, là où avant on mangeait ce qu'on avait à disposition entre guillemets sur la route. Alors il y a une part d'extrapolation et d'hypothèse dans tout ça, mais sur des modèles traditionnels actuels, on a quand même pas mal de données qui vont dans ce sens. Et puis on s'est mis à élever des animaux, c'est-à-dire être au contact de ces animaux, ça veut dire s'exposer aussi davantage aux risques infectieux, ce qu'on appelle les zoonoses, et qui pouvaient toucher un certain nombre de personnes, là où avant on était quelques-uns et au pire on avait une bactérie qui
tuer tout le monde. Et quand on est un groupe de 10 ou un groupe de 50, c'est pas la même histoire en termes d'impact sanitaire. Et puis surtout, on n'avait pas la même proximité avec les animaux en l'absence d'élevage. Donc ça a été une révolution du mode de vie qui a été extrêmement important, extrêmement impactant. Et la dernière révolution, c'est la Seconde Guerre mondiale, la post-Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, l'apparition en fait des modèles agroalimentaires. Là, je parle de l'alimentation avec des produits ultra transformés, une optimisation des rendements, etc. Au départ, qui était dans une logique tout à fait vertueuse quelque part, qui est de se dire on va faire en sorte de nourrir toute la planète parce que la population augmente en masse. Et très vite, c'est greffé une notion économique et qui a parfois pris le dessus en fait en termes de priorité sur la notion de santé des populations. Et on le voit aujourd'hui, c'est très bien objectivé par la littérature scientifique. Les aliments ultra transformés sont tout sauf adaptés au niveau nutritionnel. On en reparlera peut-être après. Donc voilà, pour répondre peut-être à ta question sur ces histoires de population ancienne. Et il s'agit pas de regarder le passé de manière nostalgique en se disant que c'était mieux avant. Moi, tout l'enjeu aujourd'hui dans mon métier, c'est de savoir effectivement, en tout cas, d'évaluer au mieux quel est le capital génétique dont on dispose, de quelle façon il a évolué au cours du temps, et comment on peut optimiser notre santé dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et là, effectivement, il y a plein de petites adaptations qu'on peut mettre en place. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis sur le changement d'alimentation il y a 200 000 ans, la syndication. Parce que juste pour être sûr d'avoir bien compris, ce que tu dis, c'est que quand les humains, les sapiens ont commencé à migrer, ont commencé à aller vers le nord, à manger des choses plus grasses parce que de toute façon c'est plus chaud. Donc tu parles de la mitochondrie, donc ça veut dire qu'en fait ça fait 200 000 ans que les populations humaines qui sont restées en Afrique versus les populations humaines qui ont habité toute leur vie en Norvège, 200 000 ans en Norvège, ils ont pas du tout les mêmes besoins parce qu'ils ont pas mangé la même chose, parce qu'ils ont pas les mêmes températures. Et donc il y a pas de modèle universel. Et ça, en effet, c'est pas on ne dit jamais mange 5 fruits et légumes en fonction de là où t'habites, quoi. On nous dit simplement. Oui. Alors après, il y aurait beaucoup de nuances à donner là. Là, on simplifie un petit peu le discours, mais notamment sur la part de répartition entre les glucides et les lipides. Effectivement, sur des populations inuites ou des gens qui ont vécu en Sibérie ou encore une fois près des pôles, on sait que le métabolisme est beaucoup plus adapté à une alimentation riche en lipides. Et à l'inverse, quand on est près de l'équateur ou autre, on avait une alimentation à dominante glucidique. Et les mitochondries, quand je parle de hub, c'est eux qui vont, c'est elles, pardon, qui vont un peu orienter notre métabolisme en fonction des substrats dont on dispose et qui vont être aussi capables soit de produire de la chaleur, et ça c'est dans ce qu'on appelle le tissu adipeux brun, soit de produire de l'énergie pour la contraction musculaire par exemple. Et donc c'est tout à fait cohérent que ces mitochondries se soient adaptées à l'environnement à laquelle elles étaient confrontées pendant très longtemps et qu'on garde des stigmates en fait de ça. Et on commence à avoir quelques marqueurs génétiques qui nous orientent en fait en nous disant tiens, peut-être que ça serait plus intéressant d'aller vers un modèle plus riche en lipides, etc. Et on a ce qu'on appelle l'ApoE qui est un marqueur génétique très intéressant dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, tu l'as dit, on a un modèle en fait. Je pense que là, j'ai envie de rester dans notre carcan un peu occidental parce qu'on est en France et donc aujourd'hui, c'est quoi notre relation à l'alimentation? On voit l'alimentation comme quelque chose. Il n'y a pas de généralisation et pas de vérité, mais quelque chose de mécanique qu'on doit simplement gérer les bons nutriments et ensuite c'est tout. Comment tu vois cette relation qu'on a à l'alimentation? Quels sont les problèmes qui découlent de cette vision et quelles sont les bonnes tendances qui sont en train de changer en ce moment? En fait, il y a deux niveaux, je dirais, de réponse par rapport à ta question. La première, elle est avant tout, j'ai envie de dire, systémique, au sens où justement, on va manger parfois pour se retrouver, parce qu'on a plaisir à être ensemble. Quand tu manges une fondue après une journée de ski l'hiver à la montagne, tu sais que nutritionnellement, c'est pas la panacée. Et pour autant, ça te fait très plaisir. Et d'aller dire, mais non, attention, ne mange pas de fondue. Je parle pas des pathologies, hein. Vraiment, si la personne est en bonne santé. Non, surtout, ne mange pas de fondue parce que c'est pas bon pour ta santé, etc.
eh ben c'est se priver d'un côté social et convivial qui est très intéressant. Quand tu es papa ou maman et que tu vas faire un gâteau d'anniversaire pour ton enfant, euh, tu t'affranchis, hein, tu peux améliorer la qualité nutritionnelle de ton gâteau, mais globalement, tu vas faire un gâteau qui fait plaisir à ton enfant. Donc, cette dimension alimentaire, elle est bien sûr extrêmement forte, extrêmement importante. Il y a des dimensions culturelles, il y a des dimensions religieuses, avec des évictions d'aliments, des modèles alimentaires de répartition, etc. Il y a des notions de frustration, c'est-à-dire que quand on est stressé, quand on a une contrariété, on va parfois aller se jeter sur tel ou tel paquet de gâteaux, plaquette de chocolat, etc. On sait que nutritionnellement, là aussi, c'est pas la solution, mais on voit que ça répond à quelque chose de bien plus profond qu'une logique rationnelle et calorique de l'alimentation. Donc cette dimension, elle est essentielle à prendre en compte parce que aujourd'hui, alors tu parles des tendances et des bonnes tendances. Moi, j'enlèverais le bon pour cet exemple-là, qui est que on a de plus en plus de personnes qui tombent dans l'orthorexie. L'orthorexie, c'est la volonté de contrôler l'alimentation au point de se désociabiliser parfois parce que on veut faire du mieux possible d'un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue éthique, écologique, etc. Mais en faisant ça, tu te prives parfois, en fait, d'un moment d'échange avec tes amis, ta famille, etc. Et ça peut aller loin. Donc il y a différents niveaux de frustration, mais qui font que la notion de manger en conscience, elle n'est pas dans une logique de frustration, dans une logique de contrôle. Elle est simplement, effectivement, de prendre conscience de ce que peut représenter l'aliment par rapport à notre santé ou aux autres enjeux qu'on a évoqués, mais sans pour autant en faire un critère en fait de stress ou de restriction cognitive. Donc ça c'est très important parce que on fait que de parler de nutrition et moi j'en parle à longueur de journée, mais pour comprendre, tu vois, quelle est la qualité nutritionnelle de tel ou tel aliment, quel est l'impact sur la santé. Mais c'est une partie du puzzle en fait, hein, c'est une pièce et cette notion de encore une fois de culture, d'aspect social, etc. Pour moi est très important, bien évidemment, à intégrer. Et la deuxième notion, c'est cette vision très réductionniste qu'on a eue de l'alimentation jusqu'à peu, et encore malheureusement pour certains, à savoir que on a cherché, je parlais des années 90 là quand on reparlait un petit peu de ma propre histoire, on avait une vision très calorique, très diététique de l'alimentation, c'est-à-dire il y a telle composition en glucides, en lipides, en protéines, en acides gras saturés, insaturés, etc. Et je dis tout le temps que c'est une condition qui est nécessaire mais pas suffisante. Effectivement, c'est intéressant de connaître la composition en macronutriments. Maintenant, de dire que on a X calories dans un morceau de volaille ou de poisson, par exemple, c'est occulter que les calories qu'on compte par rapport aux protéines sont pas des calories qui sont faites pour être utilisées dans un but énergétique, contrairement aux grammes de lipides qui vont être présents, aux grammes de glucides si on parle d'un fruit ou d'un produit céréalier. Donc cette notion de calories, c'est une unité qui est totalement arbitraire et qui a en fait été considérée comme un référentiel qui a déterminé toutes les recommandations de santé publique et de nutrition qu'on a pu avoir pendant très longtemps. Et depuis le début des années 2000, on a intégré l'approche de micronutrition, c'est-à-dire effectivement, on va au-delà des micronutriments, on va s'intéresser aux vitamines, aux minéraux, aux principes actifs, etc. Très intéressant, mais là aussi une vision qui reste hyper spécialisée et en fait, à force de s'intéresser à la biologie moléculaire, on en oublie la biologie cellulaire, c'est-à-dire qu'on oublie le système. Et c'est là où c'est intéressant de voir les publications assez récentes sur le niveau de transformation des aliments. C'est-à-dire que quand tu achètes un paquet de cornflakes, quand tu achètes un verre, quand tu vas boire un verre de coca, etc., manger des M&M's, les arbres à M&M's ou les arbres à cornflakes, ça n'existait pas. Donc ça veut dire que ces aliments-là, on les a transformés et on les a totalement déstructurés au niveau de la matrice alimentaire. Et ce que nous dit la science aujourd'hui, c'est que le niveau de transformation des aliments est probablement un critère tout aussi important, voire plus important, que la composition en glucides, en lipides, en protéines. Et je pourrais être long sur le sujet, donc je pense qu'on a pas mal de thématiques à aborder, je vais pas être trop loin, mais juste retenir que déjà en consommant des aliments bruts, c'est-à-dire des produits qui sont non transformés,
indépendamment de leur qualité nutritionnelle, on va respecter cette matrice alimentaire. Et cette matrice, elle a des rôles sur la cinétique, les interactions entre les macros et les micronutriments eux-mêmes, entre la façon dont tu vas les assimiler. Donc ça, c'est des critères qui sont extrêmement importants, qui ont été mis de côté pendant très longtemps, parce que quand tu achètes ton paquet de cornflakes, on va pas te dire quel est le procédé industriel, ce qu'on appelle l'extrusion, qui fait ce produit croustillant, alvéolé, léger, etc. On va juste te dire il y a tant de glucides, tant de sucre, tant de protéines, un peu de sel, etc. Et c'est ce sur quoi on va se considérer pour considérer que l'aliment est bon ou mauvais. Et encore une fois, c'est effectivement intéressant, mais c'est absolument pas suffisant pour évaluer en fait de la qualité nutritionnelle. Et là, on a encore une fois beaucoup de publications qui confirment cette notion aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Est-ce que je dois comprendre du coup que si on décompose tous les composants d'une pomme et qu'on les ingère par gélule un par un, c'est beaucoup moins bon. Enfin, en tout cas, c'est tout à fait différent que de manger une pomme. C'est ça ce que tu veux dire par l'importance de la matrice? Oui, aux deux niveaux. Même déjà, si on parle du premier niveau et du plaisir, quel plaisir on a à avaler une gélule, là où tu pourrais te faire plaisir à manger une pomme de ton potager ou du producteur local. Personnellement, je me pose pas la question. Je vais aller vers la pomme. T'as des concepts aujourd'hui qui existent et je trouve ça un petit peu, voire très très réductionniste, parce qu'on s'affranchit quand même d'un vrai plaisir, parce que c'est ça aussi l'alimentation. Et effectivement, pour le deuxième aspect, je cite souvent une étude qui est sortie il y a quelques années, où les auteurs se sont amusés à évaluer en fait le nombre de principes actifs qu'on savait associer à un effet biologique particulier, et ils en ont évalué à peu près 150, ce qui est déjà très important, très bien. Sauf que quand ils prenaient l'ensemble des bases de données, il existait plus de 49 000 métabolites dans les végétaux qui avaient été à un moment donné identifiés. Wow. Donc ça veut dire que ces 48 000 et quelques qu'on n'a pas su associer à un effet biologique, bien sûr qu'ils ont des rôles, et donc on sait que très peu de choses, et c'est pour ça que le principe d'humilité, il est de vigueur, il est de rigueur, pardon, en nutrition, parce que plus on avance et plus on se rend compte que justement cette logique d'interaction et de composés qui n'ont pas forcément une finalité calorique, qui n'ont pas une finalité structurale comme certains micronutriments, etc., jouent des vraies fonctions dans finalement le devenir sur la santé de tel ou tel aliment, quoi. Merci Anthony. C'est quoi l'holobiont, Anthony, s'il te plaît? La question, je ça parce que c'était un petit sujet qu'on a eu ensemble. Et c'est un terme déjà qui est très intéressant, qui est passionnant, parce que tu as sans doute entendu parler du microbiote. Ça, c'est un terme qui est très à la mode depuis quelques années, et qui est passionnant parce qu'on voit que effectivement la façon dont est composé notre microbiote intestinal, c'est-à-dire le monde vivant qui existe dans notre intestin. Après, on a un microbiote cutané, un microbiote pulmonaire, etc. Donc, on en a beaucoup. On n'a pas que la sphère, que dans la sphère intestinale, et on n'a pas que des bactéries. On a des virus, on a un certain nombre de composés, et on estime, ne serait-ce que sur la partie des bactéries, qu'on a 40 000 milliards de bactéries dans l'intestin, c'est-à-dire au moins autant, voire beaucoup plus que de cellules. Donc on est plus constitué d'un monde bactérien qu'on est constitué de cellules dans l'organisme. Et aujourd'hui, on voit l'impact sur la santé et sur les risques en fait de développer un certain nombre de maladies dites de civilisation. On parle de diabète de type 2, de cancer, de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires chroniques, de maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, etc. Et c'est passionnant. Et encore une fois, on sait que très peu de choses par rapport à la composition des populations bactériennes dans ce microbiote, leur répartition entre elles, etc., leur façon de s'adapter à l'environnement. Mais ça, c'est pareil, c'est qu'une strate de la réflexion, parce qu'en fait, on a beaucoup de questions évolutionnistes de se dire finalement, on peut avoir une collaboration entre ce monde microbien intérieur et nous, l'hôte, pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Donc la vraie question pour moi à se poser, c'est pas de savoir quelle est la composition de notre microbiote, c'est quel modèle on peut mettre en place
pour faire en sorte qu'on vive de manière harmonieuse dans l'environnement dans lequel on se situe. Et ça veut dire qu'on a besoin de notre microbiote, que notre microbiote a besoin de nous, mais qu'on a besoin aussi de respecter l'environnement dans lequel on évolue, parce qu'il va interagir forcément et avec l'un et avec l'autre. Et si on casse un petit peu l'équilibre de ce trépied, quel que soit le point de départ, on aura des répercussions sur les deux autres. Donc, se dire que on est un écosystème avec toutes ces bactéries, ce monde vivant qu'on héberge, mais on vit nous-mêmes dans un écosystème et finalement on est, je vais pas dire une bactérie, mais on est une pièce d'un puzzle qui est immense. Et nous-mêmes, en tant que pièce du puzzle, on est immense par rapport à une autre pièce du puzzle qui est beaucoup plus petite et qui interagit. Les virus, qu'on appelle les bactériophages, par exemple, c'est les virus qui sont présents dans le microbiote, on estime qu'ils sont quasiment 10 fois plus nombreux que les bactéries, ce qui est déjà considérable. Donc en fait, quand on parle de poupées russes, les poupées russes s'entendent dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, et ça nous amène encore et toujours à la notion d'humilité, c'est-à-dire que se rendre compte que en fait, on peut pas saucissonner, sans jeu de mots, l'alimentation et la nutrition. C'est-à-dire que, en fait, à mon sens, tant qu'on n'aura pas un regard global sur une recommandation alimentaire, c'est-à-dire comment elle se situe dans tous les enjeux qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que elle est cohérente avec l'écologie, c'est-à-dire avec l'environnement auquel on est confronté, avec le respect de la biodiversité, etc. Et qui dit biodiversité dit aussi biodiversité bactérienne dans notre microbiote. Et on peut pas simplement parler de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux, etc. Parce que c'est fort heureusement beaucoup plus global que ça. Et on a vu, ça interagit avec l'expression de nos gènes, donc avec notre propre évolution en tant que telle. Et j'ai écrit un ouvrage l'année dernière qui s'appelle Du bon sens dans notre assiette, où il y a à peu près 2000 publications pour, donc quand je dis 2000 publications référencées dans le livre, simplement pour arriver à des recommandations de bon sens. C'est pour ça que je parle de bon sens, c'est-à-dire manger des produits bruts, locaux, sur des filières courtes, de saison, bio, avec le moins d'intrants chimiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise la science, en tout cas moi, les dernières données de littérature, pour prouver du bon sens. Et parce qu'on est construit comme ça, et c'est très bien, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais finalement, on dit souvent oui, la nutrition c'est compliqué, je suis perdu, etc. Et effectivement, parce que ce qui peut être confusant, c'est la compréhension de tous ces mécanismes-là. Et soit on a envie d'y aller, soit on n'a pas envie. C'est-à-dire que c'est comme tout domaine, hein, soit on l'explore ou non. Mais la recommandation, au final, elle se veut finalement très simple. Et c'est pour ça que je reviens sur ce conseil que j'évoquais là, entre le brut, le local, etc. Si à la limite, excuse-moi du terme, on n'a pas envie de se prendre la tête, eh ben déjà on applique ça. On va faire la loi des 20-80. Il y a peut-être 80% du travail avec 20% d'efforts, et puis après les 20% restants qui nous donneront les 80% d'efforts, et ben c'est de l'individualisation, c'est de la personnalisation, et c'est ça qui effectivement peut devenir complexe, et que c'est aussi peut-être le moment de se tourner vers un professionnel dont c'est le métier pour justement évaluer ça. Mais en fait, on n'a pas besoin de perdre les gens. On peut au contraire être dans des recommandations très simples. C'est simplement se dire, est-ce que ces recommandations répondent aux enjeux globaux? Et puis je vais m'arrêter là après, mais pour moi, on a 3 dimensions majeures aujourd'hui dans les recommandations de santé publique. C'est la nutrition, bien entendu, c'est-à-dire la partie composition qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est l'écologie et c'est la toxicologie, c'est-à-dire quelle est la part de contaminants dans les aliments qu'on peut consommer. Et ça, c'est aussi largement sous-estimé. Et quand on croque dans le brocoli ou dans la pomme, eh ben, on mange un peu de tout ça. Et on peut pas avoir une expertise toxicologique d'un côté, écologique de l'autre et nutritionnelle. En fait, on a besoin d'avoir un discours qui soit cohérent, c'est-à-dire qui intègre ces données-là. Et donc, ça veut dire aussi une analyse des problématiques associées à ces critères, qui permettent en fait d'arriver à quelque chose de simple. Et aujourd'hui, dans le monde, à ma connaissance, on n'a aucun pays qui intègre ces 3 critères-là de manière prioritaire. Parfois, voilà, avec des variations. Ça commence avec et des enjeux écologiques et des enjeux nutritionnels, mais avec la dimension toxicologique, pas du tout. Et je pourrais te donner plein d'exemples, ne serait-ce qu'en France, on a des rapports, des croisements de données entre ce qu'on appelle HIT2 et ce qu'on appelle 1K3, donc qui sont des analyses en fait
soit de toxicologie ou de statut nutritionnel des populations, où parfois les conclusions sont de dire qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en fait, quand on actionne un des leviers, ça se fait au détriment de l'autre. Et heureusement qu'il y a des solutions, et il y en a plein même. Donc, je pense que c'est ce sur quoi on doit vraiment se concentrer. Et ça perd les gens, parce qu'effectivement, si tu regardes les choses sous un angle toxicologique, ton saumon, bah, tu vas pas manger de saumon, parce que c'est plein de méthylmercure, de PCB, de dioxines, etc. D'un point de vue éthique, c'est très limite par rapport à l'élevage intensif. Ça crée les conditions anoxiques par rapport à l'écosystème. Donc, en termes de biodiversité, c'est pas bon du tout. Si tu te places d'un point de vue nutritionnel, c'est une excellente source d'oméga 3. Donc tu vas dire, je vais manger des oméga 3. Donc en fait, on peut dire tout et son contraire. Et pour moi, le but de mon métier à mon niveau, et de manière plus globale, si on parle de santé publique ou de politique, bah, c'est d'intégrer ces données-là pour en donner une recommandation qui se veut la plus simple possible, quoi. Et c'est ce que tu fais un peu avec Yuka. Quand Yuka fait Oui, des alors dans la limite, oui. en fait, ma question, par exemple, pardon, ma remarque, c'était de dire, c'est un peu ce qu'a fait le Nutri-Score au début, mais le Nutri-Score j'imagine, a pris que certains éléments, et comme tu dis, ça, tu peux pas tout saucissonner, donc ils ont pris que quelques lamelles du saucisson pour dire, eh ben, c'est A, B ou C ou D, c'est déjà bien. Et toi, avec Yuka, tu rajoutes la partie environnement, la partie, intrants, un peu pesticides, je crois. Quand tu scannes sur Yuka, il y a plein de perturbateurs. Bah, oui, mais après, c'est toujours la question de savoir jusqu'où tu vas dans la vulgarisation, dans la simplification, et à partir de quand tu tombes dans la caricature. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Yuka, comme la plupart des scores aujourd'hui, ils sont critiquables largement, parce que c'est pas exhaustif, parce qu'il y a beaucoup de nuances qui pourraient être apportées, etc. Mais en même temps, si on prend l'exemple de Yuka, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Quelle proportion de ces utilisateurs auraient été vers la nutrition s'ils n'avaient pas eu accès à quelque chose de simple? Sans doute beaucoup moins. Donc l'intérêt, c'est par cette vulgarisation, par cette simplification, bah, tu captes aussi l'intention de la démarche, en fait, de prendre soin de soi par la nutrition. Et moi, j'interviens au deuxième niveau pour Yuka, c'est-à-dire dans la pédagogie, dans l'information. Et donc, une fois que il y a eu cet intérêt, c'est de se dire, bah, finalement, comment on informe, comment on éduque quelque part les personnes vraiment à être autonomes dans leurs choix alimentaires, parce que pour moi, c'est la priorité. Et le Nutri-Score, effectivement, on est dans une vision très diététique, très calorique, conventionnelle au sens historique du terme, qui a le mérite d'exister, parce que pour beaucoup de personnes, sans ça, eh ben, il y a difficulté à faire un choix. Mais le travers de ça, c'est que ces personnes risquent de devenir dépendantes de cet indice ou de ce critère-là. Alors que le but, c'est vraiment d'être autonome dans son choix alimentaire. Et si je vais même un peu plus loin, tous ces scorings, en fait, pour la plupart, en fait, en tout cas, sont valables pour des aliments ultra transformés. C'est-à-dire qu'on cherche à changer un produit ultra transformé A par un produit ultra transformé B. Et je reviens à ma phrase toute simple que je dis tout le temps, des produits bruts, de saison, etc. Où finalement, là, on n'aura pas besoin d'un smartphone pour savoir si notre pomme, elle est intéressante ou pas. Alors, c'est critiquable d'un point de vue toxicologique, puisqu'une pomme, c'est plus de 35 traitements en moyenne dans sa vie. Alors, c'est très variable, mais c'est des chiffres qu'on a à disposition. Donc oui, on va dire, il y a plein de pesticides dans la pomme, certes, et c'est pour ça. Et ben voilà, parfait. Donc, ok, c'est là où je dis que la dimension toxicologique va être à intégrer. Mais d'un point de vue purement nutritionnel, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, si on fait chacun notre... j'ai moi aussi ma pomme à côté. Donc voilà, chacun de son côté, ouais, exactement. Ok. Donc ce que je retiens en fait, et c'est finalement comme tu dis, c'est le bon sens, c'est des produits bruts, mangés de façon peut-être équilibrée. Si tu veux manger du saumon, mange du saumon, mais n'en mange pas tous les jours pour les impacts que ça a et pour tous les intrants que ça a. Et enfin ouais, essayer de mettre du bon sens. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis sur cette partie de la nutrition, pour moi, c'est un peu vrai dans la science.
Et dans la médecine, par exemple, on a essayé de cloisonner des choses qui ciblaient une seule chose, alors qu'en fait, c'est très global. Et là, je viens du monde de la tuberculose, on parle beaucoup du One Health avec la santé animale, la santé des humains, la santé de la planète. Non, mais c'est passionnant. Merci Anthony. Et il nous reste un tout petit peu de temps. De rien. Ouais. Dis-moi. Juste te rebondir quand tu parlais de la médecine ou autre. Et effectivement, bon, déjà, on est sur une approche de médecine de la maladie et pas de la santé. Ça, c'est un autre aspect entre le préventif et le curatif. Asiatique, mais c'est très bien qu'on se soit hyper spécialisé, puisque du coup, on a une expertise et une connaissance très fine. La seule chose, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les spécialistes de la généralité. C'est-à-dire que c'est eux qui ont ce rôle en fait transverse d'aller utiliser ces connaissances très précises pour les ramener dans le système. C'est pour ça que j'opposais tout à l'heure la biologie moléculaire et la biologie cellulaire. Ouais. Donc il nous manque une partie en fait du puzzle par rapport à ça. Et sans prétention, à mon niveau, c'est ce que j'essaye de faire pour la partie alimentaire. C'est justement comprendre les mécanismes en détail, mais surtout toujours prendre de la hauteur, du recul, pour savoir comment il peut s'intégrer dans une réflexion globale, quoi. Ok. On en a parlé, enfin t'en as parlé un peu tout à l'heure sur la partie la production de viande, et il y a un épisode qui est sorti il y a quelques semaines qui parle de ça, du régime, comment le régime carné a un impact déplorable autant sur la partie émission de CO2 que sur la partie biodiversité. Donc on est clair et net sur la partie écologique, du fait que un régime végétarien ou même végétalien est plus sain, plus harmonieux qu'un régime carnivore. Sur la partie nutritionnel et alimentaire, est-ce qu'un régime végétarien, pour commencer, peut-être que tu pourras parler du végétalien après, suffit à être en bonne santé, et est-ce qu'il n'induit pas des carences? Oui. Alors, tu vois, quand tu dis on est clair sur la partie écologique, même là, on aurait de la nuance à donner. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle d'une forte consommation de viande, souvent on occulte le mode d'élevage. Tu vois, et entre un modèle extensif et un modèle intensif, on a déjà plus du tout les mêmes impacts. Je parle des questions de référentiel. Aujourd'hui, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on va s'intéresser au poids, aux 100 grammes d'aliments, 1 kilo d'aliments. Est-ce qu'on peut pas raisonner au gramme de protéines? Est-ce qu'on peut pas raisonner à la calorie? Tu vois, c'est des vraies questions qui se posent, et pas uniquement sur une quantité, parce que une quantité en soi n'a pas d'intérêt d'un point de vue scientifique. En fait, on compare des choses finalement qui ont pas véritablement de sens. Tu prends du cacao ou du café, sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est extrêmement impactant. Pas autant que la viande de ruminants, mais beaucoup plus qu'un certain nombre d'autres catégories. Pour autant, tu vas prendre quelques grammes de café, un carré de chocolat, alors que tu vas manger 120, 150 grammes de viande ou de volaille. Donc le référentiel déjà est tronqué en fait dès le départ à ce niveau-là. Mais oui, en fait, un référentiel à ce qu'on mange, au poids ou à l'apport en fait. Oui, ça peut être encore une fois à la calorie, aux protéines. Ça peut être pourquoi pas aux micronutriments. Tu vois, après on peut argumenter sur plein de notions, mais la notion qui est utilisée aujourd'hui, c'est le grammage. Est-ce que c'est pertinent? Non, parce qu'on mange des aliments avec des proportions totalement différentes en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Mais pour revenir sur la question du végétalien et du végétarien, effectivement, là aussi, on a une pléthore de données de littérature qui évalue en fait l'impact de la répartition animale-végétale sur l'écologie, mais aussi sur la santé. Et c'est là où le modèle flexitarien apparaît comme une recommandation qui est adaptée. Je parle pas d'un aspect d'éthique en fait, et de respect de l'animal, etc., qui est une autre dimension tout aussi importante, mais qui là n'est pas intégrée dans ces recommandations. Et quand on prend le rapport Eat-Lancet qui est sorti en 2019, qui est un consensus d'experts qui vise justement à modéliser une alimentation qui prend en compte ces différents enjeux, c'est une consommation de viande rouge tous les 9 à 10 jours. Donc on voit beaucoup de personnes qui ont du mal à n'en manger qu'une fois par jour, parfois, tu vois, ça, on voit que la marge de manœuvre, elle est importante. Donc, le modèle flexitarien en termes de santé, pour te répondre à ta question, ou de végétarien, parce qu'en fait, végétarien, effectivement, si tu manges des œufs, par exemple,
déjà tu t'affranchis de beaucoup de précautions nutritionnelles qu'on va devoir avoir avec quelqu'un qui est végétalien ou qui est vegan, c'est-à-dire la teneur en vitamine B12, la teneur en choline, la teneur en acide gras à longue chaîne qu'on appelle l'EPA et le DHA, donc un certain nombre de critères. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui mangent très peu de produits animaux, si déjà ils mangent des œufs, ne serait-ce que 1 ou 2 œufs par jour au petit déjeuner par exemple, nutritionnellement, ils règlent beaucoup de problèmes potentiels. Donc ça c'est un point qui est important à avoir à l'esprit. Mais je parlais du modèle d'élevage. Tu prends une vache qui a été élevée en broutant de l'herbe, du foin, en pâturage. En fait, l'herbe va être plus riche en oméga 3, qui vont être métabolisés par l'animal et qui vont nous apporter les oméga 3 dont on a besoin, ce qu'on appelle le PA et le DHA, dont on manque cruellement. 98% de la population manque de ces oméga 3. Et à l'inverse, si cette vache, elle a brouté des tourteaux de soja, des tourteaux de maïs, elle va manger beaucoup d'oméga 6 via ces oléagineux, ces céréales, qui vont être transformés en d'autres oméga 6, qu'on appelle l'acide arachidonique, qui est beaucoup trop abondante dans notre modèle alimentaire actuel. Donc, quand on fait brouter une vache dans les champs, et ben déjà dans son bien-être, c'est quelque chose bien sûr de positif. Après, la question de la consommer ou pas, c'est un autre sujet. D'un point de vue écologique, on sait que ça a un impact bien plus intéressant que d'importer des tourteaux de soja du Brésil, potentiellement OGM, etc. Et d'un point de vue nutritionnel, c'est une très bonne solution. Donc en fait, c'est ça qui est très rassurant, c'est que les réponses, elles convergent. Les solutions, elles convergent. Donc, et après, encore une fois, on peut rentrer dans plein de nuances, de complexité, etc. Ça, c'est le côté stimulant intellectuel pour comprendre. Mais la recommandation, elle est de dire, OK, effectivement, on mange peu de produits animaux et des produits animaux issus de filières qui sont cohérentes pour les aspects qu'on a pu développer. Donc, j'ai envie de te dire, un végétarien, globalement, s'il fait attention à quelques éléments de base, c'est tout à fait faisable d'un point de vue nutritionnel. Le végétalien, il y a quelques précautions à prendre, et là pour moi ça doit être encadré par un professionnel de santé au départ, pour juste donner les bases. Je parlais de la vitamine B12, on a l'histoire des EPA et DHA, c'est-à-dire les oméga 3 à longue chaîne dont je parlais. Quand on arrête les produits animaux, et ben en fait on en mange quasiment plus. Alors il y en a un petit peu avec les algues, etc., mais c'est très hétérogène et très faible en quantité. Et je reviens à nos origines de tout à l'heure, c'est pour ça que tout se croise à un moment donné. Et ben selon nos origines, on va avoir une capacité plus ou moins forte à transformer l'huile de colza ou transformer les noix, les oméga 3 des noix qu'on va manger en oméga 3 à longue chaîne. Certaines personnes vont très bien le faire, d'autres vont le faire à hauteur d'à peine 1%. Et donc ça veut dire que chez ces gens-là, les oméga 3 à longue chaîne qui sont présents dans le produit dans les produits animaux, ont plus d'importance que pour une autre personne. Et donc on va pouvoir les supplémenter avec des formes végétales. Bon, il y a des solutions. C'est pas dire que c'est une impasse. Comme pour la vitamine B12, on peut supplémenter, le mode de culture, pareil, des végétaux joue sur le statut en vitamine B12, notamment dans la terre, etc. Donc il y a un autre exemple, c'est la choline. C'est pour ça que je parle de l'œuf, pour les gens qui mangent de l'œuf. La choline est un composé qui est très important pour la structure de nos membranes cellulaires et notamment de nos neurones, dans nos fonctionnements cérébral. Et c'est vrai que beaucoup de choline est apportée par l'alimentation animale. Donc si on est en mode vegan ou végétalien, ça veut dire qu'il faut être vigilant sur ce point-là. Sur les protéines, on en parle beaucoup. En soi, en fait, les études épidémiologiques, on commence à avoir quand même quelques cohortes qui sont suivies depuis longtemps sur un nombre de personnes qui est suffisant pour être significatif au niveau statistique. On peut ne pas avoir, la plupart du temps, on n'a aucun problème d'apport protéique. C'est pas le plus inquiétant. Dès lors, il y a un minimum de culture nutritionnelle entre guillemets pour s'assurer de couvrir les besoins de base. Et c'est le sujet en fait. C'est quel est le niveau d'information de la personne qui va devenir végane ou végétalienne. Et malheureusement, tu as des personnes qui y vont entre guillemets la fleur au fusil et qui se disent je mange juste végétal sans se poser la question de la qualité nutritionnelle. Et là, on tombe dans des déficits ou des carences
mais simplement parce que c'est un défaut d'information. C'est pas un problème lié au modèle en tant que tel. Sur le zinc, il faut faire attention pour les végétaliens. En fait, ils en mangent beaucoup, plus même que dans le monde animal parfois, mais associés à ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, qui sont des produits qui vont empêcher l'assimilation des minéraux au niveau intestinal. Et donc ça doit être surveillé au niveau biologique. Le fer, c'est pareil. On a des personnes qui peuvent présenter des déficits en fer végétalienne, d'autres pas du tout, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps pour développer tout ça, mais je donne juste quelques points de vigilance et retenir que souvent on pense protéines, alors que les priorités nutritionnelles, elles sont pas forcément là-dedans dès qu'on applique un minimum de bon sens, encore une fois, dans la complémentarité des protéines végétales, quoi. C'est très intéressant. Et pour finir sur ce sujet, parce qu'en fait j'en parle parce que moi c'est un sujet personnel que j'entends beaucoup autour de moi. Si les gens qui font du sport et qui veulent être musclés, les protéines, c'est ça la clé. Et est-ce que les protéines végétales suffisent ou pas? Alors oui, dans l'absolu. Déjà, avant de parler de végétaliens, si on prend la population française moyenne, aujourd'hui elle consomme à peu près 1,3 g, 1,4 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, alors que nos besoins fondamentaux sont plutôt de l'ordre du gramme. Okay. Un peu moins même, sauf que quand tu cuis un aliment, tu en dénatures une partie, etc. Donc la recommandation officielle aujourd'hui, c'est 1 gramme à 1,2 g. Donc ça veut dire que déjà spontanément, quelqu'un qui mange un modèle occidental français moderne, entre guillemets, a tendance à manger un peu plus de protéines qu'il n'a besoin. Et donc quand on est sportif, un sportif régulier, si tu fais 3-4 séances par semaine, que ce soit en endurance ou en force, ton besoin, il est de l'ordre de 1,3 g à 1,5 g. Je parle pas de période de prise de masse musculaire, je parle vraiment sur l'entretien, qui correspond finalement aux apports spontanés. Donc on a dans l'idée qu'il faut manger beaucoup de protéines, sauf qu'on en mange déjà à la base pour beaucoup, suffisamment, voire trop. Et surtout, le ratio protéines animales sur protéines végétales, en moyenne, il est 2 fois trop important aujourd'hui, pareil en France. Donc déjà, sans parler de vegan ou de végétalien, de réduire fortement la part animale au profit de la part végétale, on a tout intérêt à le faire en termes de santé, sportif ou non sportif. Et là, on a une marge de manœuvre importante pour beaucoup. Après, si la personne veut manger que végétal, on a effectivement des complémentarités entre les acides aminés qu'on appelle essentiels. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on entend parfois dire qu'il faut manger par exemple des légumineuses et des produits céréaliers complets ou des oléagineux dans le même repas. Non, en fait, ça c'est pareil, c'est une pression un peu inutile. C'est-à-dire que la littérature récente nous montre que, en fait, ça s'intègre dans une réflexion plus large, c'est-à-dire 24 heures, voire plus, et pas simplement sur le repas. Donc, si tu manges des légumineuses le midi et que tu manges des produits céréaliers le soir, c'est ok. En fait, ça ne te mettra pas un déficit qualitatif, en fait. Le tout, c'est d'avoir un apport quantitatif qui soit suffisant. Et même sur la quantité, on se rend compte que, en fait, on a des processus d'adaptation qui font que le turnover de certains acides aminés a tendance à diminuer quand on a un déficit d'apport de l'un d'entre eux. Donc en fait, il y a la situation à un instant T quand on regarde, quand on apporte tout ce dont on a besoin dans les bonnes quantités, et c'est là on voit qu'on a une capacité d'adaptation très importante. C'est que si on est privé, ou en tout cas on a moins d'un certain nutriment, il peut exister des processus adaptatifs qui pallient cet aspect. Des fois non, c'est pas toujours le cas, mais c'est intéressant d'avoir à l'esprit que, notamment sur la méthionine, la cystéine, des acides aminés qui sont beaucoup évoqués dans le cadre des modèles végétariens en termes de risque de déficit, et ben finalement c'est pas aussi important qu'on pouvait l'imaginer. Et un dernier point qui est pour moi important à ce sujet, c'est que en fait on voit les risques de déficit protéique chez les personnes qui mangent que végétal quand elles mangent tout le temps la même chose. En fait, c'est les personnes qui mangent que les mêmes produits céréaliers, qui mangent que des lentilles. Je caricature, mais voilà, pour l'idée. En fait, à partir du moment où il y a une variété au sein du monde végétal, entre les oléagineux, les légumineuses, les produits céréaliers qui sont les principales sources de protéines, on caractérise pas de déficit ni qualitatif, ni quantitatif s'il y a des apports qui sont suffisants au global. Y compris chez les enfants. Alors après, c'est encore un autre sujet qui peut être plus nuancé, mais ça montre que effectivement, si on veut
se projeter dans les enjeux écologiques à venir et la diminution des produits animaux, sans parler de suppression totale, on a tout intérêt, oui, à diminuer l'animal au profit du végétal, ça c'est certain. Et c'est pas pour autant un problème de santé, bien au contraire. Et ça veut pas dire qu'on doit manger 100% végétal pour autant. Tu vois, j'aime beaucoup la nuance, c'est la modération. Et je pense que là, il y a aussi de quoi se positionner dans ce sens, quoi. C'est un mot, en effet, qui est beaucoup revenu dans de ta bouche, la nuance. Faut nuancer, faut aller vérifier cas par cas. Bon, mais merci beaucoup, Anthony. Est-ce qu'on a le temps pour que je te pose la dernière question? Allez, on a 2 minutes. En plus, j'ai plus de batterie, donc tu vois, je pense que ça montre qu'on a du temps, mais pas beaucoup. Voilà. Ok, donc la dernière question que je pose souvent, c'est toi, comment tu nous vois en tant que civilisation dans 200 ans? Est-ce qu'on aura appris nos erreurs et on sera dans un modèle plus vertueux, ou est-ce de toute façon, on est humain et ça va être trop dur pour nous de changer? Alors, je vais pas parler d'anthropocène ou autre. Je pense que tu as déjà dû aborder ces sujets avec d'autres intervenants dans tes podcasts. En tout cas, je parlais du livre du bon sens dans notre assiette. Je parle de l'évolution d'Homo modernus vers Homo conscientus, alors qui sont des images. Hein. Ça n'existe pas d'un point de vue anthropologique. Et on est à la zone de virage là aujourd'hui. En fait, à se poser la question, effectivement, soit on repense le modèle de façon à ce qu'il soit pérenne, et souvent on parle du réchauffement climatique en parlant de 2050. Moi, j'ai enseigné beaucoup à l'EPFL, la Polytechnique à Lausanne, sur les enjeux mondiaux 2050, comme si 2050 était la période la date où tout arrivait. Sauf que après 2050, bien sûr, ça continue. Et là, tu parles de 200 ans, on en est encore très loin. Mais il y a des solutions. Là, je vais rester dans le cadre de l'alimentation, sur la permaculture, l'agroécologie, etc. Sauf que, en fait, on doit les prendre tout de suite et de manière massive. Et ça, c'est aujourd'hui. En tout cas, on peut même dire que c'était hier que ça jouait. Mais en tout cas, hier étant passé, on peut pas jouer dessus. On peut jouer que sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et sans vouloir plomber le moral, quand on regarde tous les indicateurs démographiques de prévalence des pathologies que j'ai citées tout à l'heure, de civilisation, l'impact économique de la prise en charge des conséquences de ces pathologies, les critères écologiques et de perte de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, c'est pas compliqué, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que ce soit d'un point de vue économique, de disponibilité alimentaire, etc., je parle du modèle tel qu'il est aujourd'hui, je comprends. Il peut pas continuer. Donc la question, et j'aime beaucoup citer Arthur Keller, que je connais bien maintenant, et qui je vous invite à voir, il a tourné une vidéo sur YouTube et qui est en next, je crois, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne, et qui parle justement des différents scénarios et en fait de l'impact en fait de ces scénarios par rapport à tous les enjeux qu'on évoque aujourd'hui. Donc pour faire simple, on sait que ce soit en matière de santé, de disponibilité alimentaire ou d'écologie, le modèle n'est pas tenable à long terme. Donc, soit effectivement, dans 200 ans, on a pris ce virage de manière collective, en conscience et rapide, et on peut être dans des modèles très vertueux, et on parle beaucoup de micro-sociétés, etc. C'est pareil, il y aurait plein de choses à évoquer à ce niveau-là. Soit on le prend pas, et je pense que on aura une réponse bien avant 200 ans à ce niveau-là. Donc, ce que je souhaite, c'est que notre conscience collective, qu'on ait un homo conscientus à l'échelle mondiale, qui fait que dans 200 ans, on sera ravis de vivre dans l'environnement qu'on aura su préserver, en fait. Et je crois que c'est ça qui est la clé quand même. Ce serait une très belle évolution vers homo conscientus. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!